Bon, merci de ta présentation. Bon, je vais quand même dire quelques mots sur mon parcours, plus pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Bon, quand j'étais enfant, on me disait toujours que j'étais curieuse. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais on disait que la curiosité était un vilain défaut. Je crois même, je ne sais même pas si c'était pas un péché capital comme la gourmandise. Enfin bon, bref. Et moi, je ne comprenais pas parce que j'ai toujours trouvé que c'était une qualité. Donc je suis quelqu'un de curieux et cette curiosité m'a... Enfin, je me rends compte, bon après je regarde les choses un peu en flashback, quoi, en me disant, mais en fait ça m'a toujours amené, quand je suis sur, je dirais, une autoroute, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a à côté. Puis quand je suis à côté, je me dis, ben, il y a peut-être encore plus à côté. Et alors ça fait plus de 40 ans quand même que j'exerce le métier de thérapeute, de psychothérapeute, donc j'ai quand même eu le temps de naviguer un peu. J'ai quelques heures de vol, comme on dit, dans le métier. Et j'ai pas tout de suite été dans le domaine du transpersonnel, parce que d'abord, je savais même pas que ça existait. Bon, vous savez qu'en France, on a quand même toujours un petit peu de retard par rapport aux États-Unis, dans certains domaines, mais entre autres dans le domaine dans lequel nous sommes, de la psychologie, de la thérapie, enfin de toutes les découvertes des nouvelles méthodes. Et d'une part, et puis d'autre part, rappelez-vous ce temps, enfin peut-être vous êtes beaucoup plus jeune, pour la plupart, il n'y avait pas Internet. Donc les choses ne se passaient pas de la même façon. Hein. Et d'ailleurs, je me dis parfois, mais comment on faisait ? Maintenant, quand j'invite Groff et que je fais... Mais avant, je me dis, mais comment on faisait quand on n'avait pas Internet et qu'on devait communiquer avec les États-Unis ? Enfin, c'était très, très compliqué. Alors, il y avait quand même le fax, quand même, j'étais... Bon, les gens trouvaient ça magique. Hein, bon, mais bon... Et alors, en fait, si vous voulez, ma curiosité, enfin, je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce que ça pourrait être une conférence en soi, mais j'ai effectivement commencé dans les années 70 par les thérapies psychocorporelles parce que c'était le moment où c'est arrivé en France. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'école pour se former. On se formait un peu comme ça avec les gens qui venaient, puis on accumulait des choses et puis on se débrouillait, on faisait la synthèse nous-mêmes. Et les personnes, enfin les collègues avec lesquels je me suis formée, je me suis rendu compte quelques années après que la plupart d'entre nous, on avait créé des écoles de psychothérapie après coup. Hein. Bon, donc on était déjà un petit peu pionniers dans ce monde de la psychothérapie humaniste. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis le transpersonnel. Alors comment ? Bon, parce que je n'ai pas cherché, si vous voulez, à faire du transpersonnel ou à dire je vais m'intéresser au transpersonnel. Mais il y a eu une conjonction de deux sortes d'événements, si je puis dire, qui m'ont amené là. Alors, d'une part, des expériences personnelles d'ouverture de conscience. Bon, dans divers cadres, enfin, je pourrais aussi raconter ça, mais pour le moment, je vais rester sobre. S'il y a des questions, on verra. Qui m'ont un peu fait comprendre que la réalité, c'est pas du tout ce qu'on croit. Voilà. Hein, ce qu'on voit, c'est une chose, et puis ce qui est vraiment réel, c'est tout autre chose. Donc, ça a été pour moi le début d'une recherche. Mais vraiment d'une recherche personnelle tout d'abord. Et je trouve que dans les métiers que nous faisons, nous avons la chance que les recherches personnelles nous servent aussi dans notre profession. Donc ça, c'est un grand avantage. Donc ma motivation, elle était personnelle et professionnelle en même temps, puisque j'étais déjà en accompagnement thérapeutique de personnes, en individuel et en groupe. Et puis, il y a une autre raison qui était que j'observais, si vous voulez, que dans l'accompagnement que je faisais des gens, il y avait quelque chose, il devait y avoir quelque chose autour de la naissance. Bon, je ne pouvais pas forcément en dire plus, mais je sentais bien, et puis un jour, je me suis dit, mais quel est l'événement le plus important de notre vie ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est notre naissance, quand même. On n'a rien vécu d'aussi radical jusqu'à là. Bon, il y aura la mort, mais on ne peut pas encore en parler, ça, c'est une projection. Et je me suis dit, en même temps, personne n'a... Enfin,
quasiment personne n'a une conscience éveillée, enfin, une conscience consciente de ce qui s'est passé à ce moment-là. Or, c'est sûr que ça laisse des traces, parce qu'avec le travail néo-régien que je faisais, qui était déjà un travail avec le souffle, etc., je voyais bien, quoi. On allait toucher ces espaces-là, ces espaces très très archaïques, et je me suis dit, mais comment faire pour approfondir ça? Alors j'ai commencé à chercher un peu, et puis, pour tout vous dire, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, bon, il y a eu les travaux de Rank sur la naissance. Bon, ça allait pas très loin, mais c'était déjà un début. Et puis, à un moment, j'ai entendu parler d'un certain Stanislas Grof. Et alors, je ne sais plus si c'est exactement cette époque-là que ses premiers livres ont été traduits en français. Et je me suis dit, ben, ça y est, c'est ça que je veux, c'est avec lui que je veux aller travailler. Et j'ai cherché à entrer en contact avec lui sans Internet, et c'était un peu compliqué. Voilà. Et j'ai fini par le trouver, mais au bout de, je crois, ça a mis plus de 2 ans. Bon, sans doute c'était le temps qu'il fallait pour que je sois mûre, etc., etc. Mais voilà. Donc quand j'ai enfin réussi à établir le contact avec lui, bon, j'ai postulé pour aller faire sa formation en Californie, et puis là, ça a été mon début officiel, je dirais, dans le transpersonnel, parce que je travaillais beaucoup dans cette vision-là, cette compréhension-là, mais de façon beaucoup plus intuitive, quoi, sans avoir les codes, les bases, les concepts, les compréhensions, et pas énormément d'expériences qui mettaient en lien la théorie et le vécu. Et bon, voilà donc comment je suis arrivée au transpersonnel. Ce que j'ai fait aussi avant, quand même, il y a une chose qui est importante, c'est qu'avant d'avoir créé l'IRET, j'ai créé une autre école en 1983, qui était une école de formation à la relaxation. Enfin, je formais des relaxologues, nous formions des relaxologues, et cette école, je l'ai lâchée notamment pour aller me former avec Grof, et elle a été reprise par un de mes élèves, Jean-Marie Joblin. Elle s'appelle aujourd'hui ISM Formation, et à l'époque où je m'en occupais, elle s'appelait ISTEM. Et ça a été une des premières écoles à enseigner la relaxation, et ça me fait rire quand je regarde aujourd'hui le nombre d'écoles et de formations qui existent dans ce domaine. Il y a eu du changement, quoi. Donc là-dessus, on était aussi très très pionniers, et bon, voilà. Donc en fait, je crois que j'aime bien aller ouvrir des portes, j'aime bien aller ouvrir des voies. Bon, après, quand ça devient un peu trop routinier, je passe, et en fait, tu as dit une chose fausse, mais tu peux pas le savoir, c'est que je ne suis plus directrice de l'IRET depuis le mois de janvier. Donc, j'ai pas pris ma retraite, parce que c'est un mot que je ne connais pas, même si j'en ai plus que largement l'âge. Mais voilà, l'école IRET a été restructurée dans une association qui s'appelle le CESUM. Bon, mais pour le moment, c'est toujours sur le site iret.net. Bon, je continue à y travailler, j'y suis formatrice, je suis tout ce qu'on veut, mais en tout cas, je ne suis plus directrice de cette école. Voilà, donc pour dire quelques mots sur comment je suis arrivée au transpersonnel. Et bon, pour moi, maintenant, le transpersonnel, c'est une grande aventure, c'est une grande passion, mais parce que tout ce que je fais, je le fais avec passion. Donc, si ça ne me passionnait plus, je chercherais à quoi me passionner d'autres, quoi. Et bon, déjà, tout ce qui est psy m'a toujours passionnée aussi, mais j'avais besoin d'un cadre plus large, d'une vision qui donne un autre espace, enfin une autre dimension. Bon, mais c'est un peu de ça dont je vais vous parler ce soir. Et ensuite, je me suis aussi donné comme mission, entre guillemets, de faire reconnaître le transpersonnel comme une des approches de psychothérapie, comme il y en a d'autres, comme il y a l'hypnothérapie, comme il y a la gestalt, comme il y a la bioénergie, l'analyse transactionnelle. Bon, c'est une approche parmi d'autres, une méthode parmi d'autres. Enfin, c'est pas une méthode, c'est un ensemble de méthodes, mais c'est une approche parmi d'autres. Et et c'est assez nouveau. Enfin, assez nouveau relativement. Bon, et donc pas encore forcément toujours bien compris, reconnu et tout ça. Ça fait peur aussi. Bon. Et donc mon action, en créant des formations, c'est de donner à des gens la possibilité de travailler avec ces outils-là.
J'ai réussi donc à faire accréditer cette école par la FF2P, donc on est une école agréée par la FF2P. J'ai aussi fait accréditer par Eurotas avant d'être présidente, hein, je vous le dis tout de suite quand même. Donc on est aussi accrédité par Eurotas. Et donc ça c'est un certain type d'action. Puis après, comme l'a évoqué Cyril, au niveau d'Eurotas, on est en fait en lien avec pas mal de pays d'Europe et aussi des pays du monde, et notamment des Américains, parce qu'il se passe une chose aujourd'hui qui est assez drôle quand même, c'est que, je vous disais, les choses mettent souvent un certain temps à traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'ici, mais aujourd'hui, le foyer vivant du transpersonnel, c'est en Europe. Et les Américains, ils viennent, voilà, ils viennent chez nous parce qu'ils trouvent que ça vit, parce qu'on est beaucoup plus dynamique et tout ça. Eux, ils sont un peu en phase de comme ça. Voilà, donc à ce niveau-là aussi, il y a du travail à faire. Donc c'est en même temps dans la société globale, dans le milieu thérapeutique, et puis au sein du milieu transpersonnel où il y a beaucoup à faire, et puis aussi en écrivant des bouquins sur ce thème-là. Donc j'ai apporté des livres comme ça, si vous avez envie de les voir. Le premier s'appelait « Guérir l'ego, révéler l'être, le défi des thérapies transpersonnelles ». Bon, ça pourrait aussi être le titre d'une conférence. Puis le deuxième, c'est le manuel de psychothérapie transpersonnelle, que j'ai coécrit les deux avec Brigitte Chavas. Puis il y en a un qui doit sortir sur psychothérapie et spiritualité. Voilà. Ça va jusque-là? Bon. Alors, qu'est-ce que Bon, si vous avez envie d'intervenir pendant que je parle, ça ne me gêne pas du tout. J'aime bien le dialogue. Bon, si ça part dans tous les sens, après je risque d'avoir un petit peu de mal à rassembler mes idées, mais il n'y a pas de souci, moi j'aime bien dialoguer, donc ne vous gênez pas. Donc je ne sais pas tout ce que vous avez découvert dans ces séances du mardi soir, mais bon, Cyril m'a un tout petit peu dit, donc il y a des choses que je vais aborder, que vous avez, je pense, déjà abordées et que vous connaissez. Donc il se peut, je vais probablement être redondante sur certains aspects, mais bon, en même temps, c'est pas très grave parce qu'on ne les dit pas de la même manière, et puis peut-être que l'angle d'attaque n'est pas le même. Puis si jamais vous savez tout ça par cœur, dites-le moi, quoi. Puis j'irai sur autre chose. Comme de toute façon, il y a toujours plein de choses à dire. Et puis j'essaierai de surveiller l'heure. Donc je voulais juste introduire déjà le propos sur le transpersonnel pour dire que du point de vue, comme un postulat, serait de dire que l'homme est essentiellement un être spirituel et non un ego psychologique. Voilà. Nous avons un ego, mais nous ne sommes pas cet ego. Voilà. Ça c'est une des grandes... découverte, c'est beaucoup dire, parce que c'est pas une découverte, parce que les sages nous le disent depuis tout le temps. Bon. Mais de concevoir l'homme ou la femme, l'être humain de cette façon, nous permet d'aborder les choses d'une façon différente, notamment dans le travail thérapeutique. Alors je vais juste déjà situer, j'avais envie de dire ça un peu comme une bannière, quoi, voilà. L'homme est un être spirituel et pas un ego psychologique. Vous donnez un petit peu situer un peu le mouvement transpersonnel dans l'évolution des courants psychologiques. Et puis là, ça va m'amener à faire sans doute des liens avec des choses que vous avez déjà abordées d'autres fois, mais je ne sais pas ce que vous en avez dit ni jusqu'où vous êtes allé. Donc, le mouvement transpersonnel s'est créé aux États-Unis dans les années 60, donc je vais y revenir. Et parmi les noms, il y a quelques noms que je vous donnerai, donc certains qui sont connus et que vous pouvez retenir, et puis d'autres qui le sont moins, bien qu'ayant été des gens de valeur, mais bon, c'est comme ça. Donc vous pouvez les oublier parce qu'il n'y a pas non plus, souvent ils n'ont pas écrit de livres et il y a moins de traces. Bon. Mais donc en tout cas, historiquement, voilà, c'est dans les années 60 aux États-Unis, dans la dynamique de la création du mouvement de psychologie humaniste. Et Maslow, donc lui vous le connaissez, et
Soutich, Anthony Soutich, que probablement vous ne connaissez pas, enfin si quelqu'un connaît, dites-le, c'était un homme assez extraordinaire. Mais bon, ils ont décrit les choses de la manière suivante. Ils disaient que le behaviorisme était la première force, ce qu'ils ont appelé force dans l'évolution de la psychologie, donc basée sur le comportementalisme, stimulus-réponse, l'apprentissage, enfin l'homme est constitué des apprentissages successifs qu'il va faire, etc. Et bon, donc ça c'est la première force. La deuxième force c'est la psychanalyse, donc là on connaît bien aussi la psychanalyse qui s'est construite sur d'autres bases. Bon, là il y a tout un historique, mais enfin on va prendre Freud comme point de repère et comme père de tout le mouvement psychanalytique, bon, avec les différentes topiques, enfin, etc. Bon, je ne vais pas très envie ce soir de parler de la psychanalyse, je ne suis pas là pour ça. La troisième force, ça a été la psychologie humaniste. Alors ce que la psychologie humaniste, elle, a apporté, c'est, ça se rapproche un peu de nous, je pense, et de nos pratiques, elle a apporté le travail sur le corps et sur l'émotion. Parce que en psychanalyse, le corps n'était pas très présent, enfin, il n'est pas toujours très présent, enfin, sauf dans certaines approches qui se pervertissent, entre guillemets, avec d'autres techniques. Mais initialement, ce n'était pas le cas. Donc les approches de psychologie humaniste nous ont permis ça, l'introduction dans le travail thérapeutique du corps d'une part et du travail avec l'émotion d'autre part. Bonsoir. Et puis, donc la quatrième force pour eux, c'est la psychologie transpersonnelle. Voilà, donc c'est une description qui est souvent reprise et tout ça. Donc on est quand même dans une ligne évolutive. Ça veut dire que, vous verrez que quand on parle aussi du transpersonnel, on parle souvent d'un nouveau paradigme, bon, et que donc il y a une sorte de vision assez radicalement différente quand même par rapport à ces préalables que je viens d'évoquer, et je vais le développer un peu avec vous. Alors comment elle s'est élaborée, la psychologie transpersonnelle, à ce moment-là? Bon, elle s'est d'abord élaborée sur une critique du behaviorisme, parce que en étudiant les fonctionnements instinctuels, basiques, comportementaux, on passe à côté de tout ce qui est quand même la spécificité de l'être humain, à savoir la conscience, à savoir l'art, à savoir la créativité, à savoir la dimension esthétique, mystique, etc., etc. Toutes les expériences de cet ordre-là ne peuvent pas être ramenées à du comportementalisme comme ça, pur et dur. Donc ça ne suffit pas pour comprendre ce qu'est l'homme et comment il fonctionne. Ensuite, la psychologie transpersonnelle s'est développée aussi sur une critique de la psychanalyse. Pourquoi ? Parce que la psychanalyse a été élaborée, et je trouve que ça c'est quand même très intéressant de le constater. On a cherché à comprendre, je dis on volontairement, même si derrière on il y a des noms, mais bon, dans le mouvement psychanalytique, et Freud en particulier, a cherché à comprendre et à décrire le fonctionnement psychique à partir de l'étude des dysfonctionnements. Comme si, donc on regardait, je dirais de façon un peu caricaturale, un organisme malade, malsain, pour comprendre ce qui doit être dans un comportement sain. Bon, c'est possible, c'est intéressant, ça donne des clés, mais peut-être que ça ne dit pas tout quand même. Et c'est là que Maslow est intervenu, et je sais que vous avez parlé des expériences peak experiences ou expériences paroxystiques de Maslow, donc je vais y revenir dans un instant. En tout cas, bon, c'est ça, si vous voulez, ce qui est le fond de la critique psychanalytique. Et un deuxième élément aussi, c'est que Freud fait remonter l'histoire du sujet à sa naissance. À la naissance, l'homme, il dit, l'homme est une tabula rasa. Voilà, c'est une page blanche, hein,
suis pas blanche, mais on imagine ça, sur lequel on va commencer à inscrire des choses à travers les événements de notre vie. Donc c'est une compréhension psychologique de notre vie biographique, mais qui ne prend pas en compte ce qui s'est passé avant. Alors, déjà, par rapport à ce que je vous disais de la naissance, voilà quoi. Vous savez d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais qu'on pensait que c'était pas la peine, il n'y a pas si longtemps que ça, d'anesthésier les bébés parce qu'ils sentaient rien. Vous vous rendez compte qu'on intervenait, qu'on faisait des interventions, des opérations sur des bébés sans les anesthésier. Ça paraît fou quand même. Je ne sais pas quand est-ce que ça a changé, ça. Mais bon, aujourd'hui, ça nous paraît une aberration, mais c'était vrai. Donc, quand à penser que la vie intra-utérine pouvait avoir de l'importance et qu'il se passait des choses, bon, là, on en était bien loin. Or, bon, en psychologie transpersonnelle, on sait aujourd'hui que le vécu prénatal est très important. Bon, j'y reviendrai aussi. Donc, c'est ça les deux critiques par rapport à la psychanalyse. Une critique aussi par rapport à la psychologie humaniste. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Abraham Maslow et cet Anthony Soutich, qui ont créé, enfin qui ont été à l'origine, pas tout seuls, mais à l'origine, on dit que ce sont les sages-femmes du transpersonnel, donc qui ont mis le transpersonnel au monde, c'est eux qui avaient créé le mouvement de psychologie humaniste. Donc la critique, ils se la sont faite à eux-mêmes, si vous voulez. Ils se sont rendus compte, au bout d'un certain temps, qu'il manquait une dimension dans ce mouvement de psychologie humaniste et que, pour le faire simple, c'était cette dimension spirituelle. En lien avec le mouvement de psychologie humaniste, il y a eu aussi ce qu'on a appelé le mouvement de développement du potentiel humain. À l'époque, ça a été la grande période qui a été à l'initiative de tout ce qu'on a appelé, qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, le développement des potentialités humaines. Bon, c'est super, hein, je veux dire, il n'y a pas à critiquer ça. Sauf que, pour eux, il manquait une dimension. Le spectre n'était pas complet, si vous voulez, dans ce que présentaient ces approches-là. Donc ça a été la première critique qu'ils ont fait à ce courant qu'ils avaient créé. Et la deuxième critique, c'était, l'intérêt de la psychologie humaniste, ça avait été de mettre l'homme au centre. La psychologie humaniste, elle nous a apporté de travailler avec l'ici et maintenant. Dans la psychanalyse, on s'intéressait plus à notre passé, d'où on venait, notre histoire, etc. Donc on nous faisait beaucoup travailler travailler entre guillemets, sur tout ce qui était un peu notre anamnèse, tout ce qui nous a construit pour être qui on est aujourd'hui. Alors qu'en psychologie humaniste, comme par exemple dans la Gestalt, c'est qui je suis ici et maintenant, et dans l'instant de la relation, de ce qui se passe entre nous. Donc ça, c'était très différent. Donc ça mettait plus l'accent sur le comment que le pourquoi. Donc ça a ouvert des tas de pistes et ça a commencé à créer une floraison de méthodes dont on bénéficie aujourd'hui. Mais avec un mais, c'est que, ce qui est son avantage et aussi son problème, si on peut dire, son défaut, c'est que le moi est au centre. C'est moi, moi, moi. Voilà. Et dans l'approche transpersonnelle, donc je vous ai dit, on n'est pas un ego psychologique. Donc le mouvement de psychologie humaniste a été un peu une façon, si vous voulez, de donner à l'ego trop de place, on pourrait dire. Et bon, les choses ont changé aujourd'hui, mais bon, moi je me suis formée en Gestalt et bon, j'ai commencé il y a pas mal d'années. Et à l'époque, je me souviens, il y avait dans le livre de Perls, qui s'appelle Rêve et existence en Gestalt thérapie, il a un de ses bouquins principaux, il y a toujours, sauf que le livre doit être épuisé, ce qu'il a appelé la prière de la Gestalt. Et à l'époque, on nous présentait ça comme waouh, et à un moment, ça a commencé à me gêner terriblement parce que, bon, je me rappelle plus complètement, mais l'idée c'est ça, c'est je suis moi, tu es toi. Enfin, je peux te tutoyer pour un instant, c'est pas gênant? Bon, voilà. Donc je suis moi, tu es toi. Je ne suis pas en ce monde pour répondre à tes attentes. Tu n'es pas en ce monde pour répondre aux miennes. Si nous nous rencontrons, c'est merveilleux. Sinon, tant pis. Bon. Alors en même temps, c'est bien parce que oui, c'est vrai. Et de cette attitude-là,
vous savez, on a des expressions comme ça qui naissent et puis qui circulent. Et il y a une expression qu'on n'utilisait pas avant, mais qui a commencé à fleurir à ce moment-là. Et c'est « oh ben ça, c'est pas mon problème. Hein. C'est pas mon problème, c'est le tien. » Donc, sous-entendu, tu te démerdes avec ton problème. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ça t'appartient, on dit aujourd'hui. Voilà, maintenant, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, on dit « ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. » Bon, ça, c'est vraiment le langage de l'ego. Il y a toi, il y a moi, quoi. Et ce qui peut arriver à toi, bon, oui, si, je peux prêter attention, mais enfin, c'est pas mon histoire, quoi. Et bon, ça renforce une forme d'égocentrisme. Voilà. Donc, le transpersonnel, il s'est un peu dissocié de ça. Et il va beaucoup plus mettre l'accent sur l'interconnexion. Bon, je vais vous développer ça. Ça va jusque-là? Bon, je garde mes notes pour voir ce que je n'oublie rien, parce que comme je parle et que je n'oublie pas du tout les trucs dans l'ordre, mais ça n'a aucune importance. Alors, je voulais revenir, oui, sur justement Maslow et Soutich. Donc, ils ont fait cette critique à la psychologie humaniste, et puis faire le lien aussi avec les expériences paroxystiques. Bon, Maslow, sa pyramide, blablabla, et il a parlé, donc, enfin, je ne sais pas comment ça vous a été présenté, alors vous avez parlé de l'actualisation de soi. Bon, et en fait, là, il y a eu aussi tout un, enfin, disons, une mauvaise compréhension, ou une compréhension en fonction de ce qu'on pouvait comprendre de ça à l'époque, et encore aujourd'hui, vous avez des discours qui sont un peu différents par rapport à ça. En fait, ce que Maslow a repéré dans sa pratique, quand il a rencontré des gens et des patients qui avaient vécu des expériences paroxystiques, aujourd'hui, avec le langage de l'INRES, on dirait des expériences extraordinaires, hein, des expériences qui nous font sortir du champ de notre perception habituelle et qui sont marquantes, quoi, où on sent bien que c'est pas pareil, quoi. Bon, parce qu'après on pourrait les qualifier, mais ça sera encore un autre sujet, quoi. Si on rentre dans le détail pour qualifier toutes ces expériences-là, c'est très intéressant, mais bon, ça serait un peu long. Et donc il s'est rendu compte qu'en fait, ces expériences-là, elles avaient une influence positive sur les personnes qui les vivaient. Et que, enfin, ne pas les considérer ou les rejeter ou ne pas les prendre en compte, c'était pas quelque chose d'aidant pour les personnes. Et que ça indiquait une réalisation des aptitudes ou des qualités les plus hautes de l'individu. Et que donc il a commencé à s'intéresser à ça d'une façon beaucoup plus fine. Et bon, moi ça a été, enfin, pas mes premières découvertes, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Maslow, voilà. Bon. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a fait apparaître des choses comme ça assez importantes et qui sont toujours valables aujourd'hui, de nous dire, mais quand les gens vivent des expériences d'ouverture comme ça, non, ils sont pas fous, quoi. Enfin, certains peuvent l'être, mais tout n'est pas arrangé dans ce registre-là, et même ça peut les amener à une réalisation d'eux-mêmes beaucoup plus importante. Et il s'est dit, mais c'est quoi un homme normal ? C'est quoi enfin, un homme accompli? Est-ce que c'est un homme normal? L'homme normal, pour lui, c'est un homme médiocre. Moi, je dis, on parle beaucoup d'archétypes dans le transpersonnel. Pour moi, enfin, excusez-moi, j'espère que je vais blesser personne ce soir. Pour moi, c'est l'archétype du téléspectateur TF1. Enfin, je dis TF1 comme je ne regarde pas la télé, je ne sais pas très bien, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Bon, donc... les gens, on parle aussi aujourd'hui de normose. Ferdinand Vulmillier, qui est un psychiatre suisse traversé dans le transpersonnel, la psychologie bouddhisme, il a écrit un livre comme ça sur la normose. Et en fait, la normalité pour Maslow, c'est ce qu'il appelle une psychopathologie de la moyenne. Voilà. Donc l'homme moyen, c'est une médiocrité acceptable. Voilà, qui fait qu'on n'a pas besoin, on n'est pas forcément traité pour ça, on n'est pas mis en hôpital psychiatrique en général, parce que là, ceux-là, on les laisse en liberté, enfin ils sont partout,
Et nous sommes partout, peut-être qu'on en fait partie, je sais pas. Bon, voilà. Et il s'est dit, mais c'est pas ça, quoi. L'être humain, c'est pas ça. C'est pas là qu'il s'accomplit. Et c'est là il a commencé à voir que ces expériences dites paroxystiques, extraordinaires, moi j'aime bien parler d'élargissement de la conscience, elles pouvaient pointer sur quelque chose qui nous permettait d'aller plus loin dans notre développement. Donc l'homme n'est pas terminé. Enfin, le petit de l'homme naît, il n'est pas fini, il n'est pas bon, voilà. Et en fait, toute la vie est un processus de croissance et de réalisation. Et du coup, dans le transpersonnel, par exemple, on ne va pas concevoir la psychothérapie uniquement comme un protocole ou un processus de guérison, en mettant guérison aussi entre guillemets, ça serait peut aussi développer ce qu'on entend par guérison. Bon, je ne l'emploie pas au sens médical parce que ça va être mis sur Internet et qu'après on va dire exercice illégal de la médecine. Vous savez qu'on n'a pas le droit de guérir les gens. Bon, de toute façon, c'est les gens qui se guérissent eux-mêmes, alors comme ça. Bon, mais dans le corps médical, on pense encore parfois que... Bon, voilà. Donc, ce n'est pas uniquement un processus de thérapie au sens propre, mais c'est aussi un processus d'évolution. Bon, par rapport aux grandes questions existentielles, de qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert, où je vais, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, enfin voilà, de répondre à ces questions que peut-être certains se posent. Enfin, en tout cas, certains se posent. Ici, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, certains se posent. Et donc, il a commencé à comprendre qu'il fallait s'intéresser de près à ces expériences-là et les prendre en compte dans une compréhension psychologique. Et donc, c'est une des choses qui a été à la base de la psychologie transpersonnelle. Et voilà pourquoi, dans le mouvement transpersonnel, et en particulier à ses débuts, on s'est beaucoup intéressé et même focalisé sur les expériences, que je vais appeler aujourd'hui les expériences non ordinaires de conscience. ENOC, on dit souvent en français. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que les premières terminologies, c'était état altéré de conscience. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on dit quelque chose que c'est altéré, si on vous dit, je ne sais pas quoi, ce morceau de pain, ce bout de viande est altéré, vous n'aurez pas trop envie d'en manger. Bon, donc un état altéré de conscience, ça ne donne pas beaucoup envie quand même. Ça ne donne pas l'idée que peut-être c'est les plus hautes aptitudes de l'être humain qui là s'expriment et tout ça. Bon, donc c'était la vision psychiatrique de la chose, que les états de conscience hors de cette normalité moyenne, dont je parlais tout à l'heure, étaient considérés comme des états pathologiques. Bon. Et beaucoup de mystiques, sans parler des chamans, ont été considérés comme des malades mentaux, comme des psychotiques, comme des gens délirants, etc. On ne faisait pas la différence. Et certains la font encore pas. Donc le transpersonnel, il s'intéresse à ces choses-là et il essaye de faire la différence entre un psychotique et un mystique. Et Grof, il dit, la différence c'est quoi? C'est que là où le mystique nage, le psychotique se noie. Voilà. Donc voilà, et que le mystique il peut sortir de cet état-là et en parler, alors que le psychotique il ne va pas être capable d'avoir cette distanciation-là. Voilà. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens, enfin ça c'est un peu une parenthèse, mais beaucoup de gens qui aujourd'hui vont être considérés comme psychotiques, en particulier aujourd'hui la maladie à la mode qui est la maladie bipolaire, quoi, ou la psychose maniaco-dépressive. C'est vrai que parfois entre des états maniaques et des états mystiques, extatiques, c'est pas toujours simple de faire la différence si on n'a pas un regard bon, et que la phase dépressive, parfois aussi on vit des expériences où on descend explorer son ombre en profondeur et que bon, il serait intéressant, il y a des gens qui le font. Bon, en France pas beaucoup, mais bon, moi je connais des gens qui abordent ces soi-disant pathologie-là d'une toute autre façon, et Stanislas Grof et sa femme Christina ont fait un énorme travail dans ce domaine autour de ce qu'on a appelé en anglais c'est spiritual emergencies, ce qui est comme un jeu de mots entre les émergences et les urgences spirituelles.
et ce qu'on a traduit en français par les crises psychospirituelles. Bon, là aussi, on pourrait revenir là-dessus si vous avez des questions. Donc, la psychologie transpersonnelle, à ses débuts, a beaucoup travaillé à revaloriser les états modifiés de conscience. Donc, on a pu d'y altérer, on a dit modifier, puis modifier, c'est encore donc après, on a dit état non ordinaire, donc ça c'est ce qui est le plus général et c'est assez neutre. Moi j'aime bien parler état élargi de conscience ou état expansé, parce que l'idée c'est quand même que c'est plutôt une ouverture de conscience, une expansion de la conscience, ou parce qu'on ne perd pas conscience enfin disons de la petite conscience habituelle qu'on a, mais on ouvre grand les portes, quoi. Hein, c'est Aldous Huxley qui parlait d'ouvrir les portes de la perception. Ben, c'est bien ça dont il s'agit. Hein. Ou Grof, il a inventé le mot holotropique pour parler de la respiration holotropique. Bon, je n'ai pas prévu de développer ça ce soir, mais s'il y a des questions, je pourrais en dire deux mots. Et donc, il a inventé le mot holotropique et qu'il a opposé au mot holotropique. Alors, il a utilisé le mot holotropique au départ pour définir la méthode qu'il avait mise au point, qui est la respiration holotropique. Et maintenant, il en a fait un adjectif pour parler des états holotropiques. Donc, holotropique, en grec, ça vient du grec, holos, que vous retrouvez dans hologramme, holistique, etc. Et tropique, c'est le tropisme, hein, du verbe tropein, qui signifie se diriger vers, aller vers, être attiré par. Et holos, c'est le tout, la globalité, l'unité. Bon, voilà. Donc, un état holotropique, c'est un état de conscience dans lequel la conscience est dirigée, si vous voulez, vers cette unité, vers ce tout, et donc qui n'est pas en phase avec le monde holotropique, qui est le monde matériel, le monde de la matière, le monde de l'ego. Donc si vous conduisez votre voiture, c'est beaucoup mieux d'être en état holotropique. Hein? Si vous avez discuté une augmentation avec votre patron, c'est sans doute mieux d'être dans un mode de conscience holotropique. Mais il y a d'autres moments où, ben voilà, quoi, c'est pas la seule réalité. Alors pour la normose, le mode holotropique, c'est la seule réalité, quoi. C'est ça qu'on est et qu'on doit être, et point terminé. Voilà. Donc, voilà, enfin, tout ça, c'était la manière dont on peut qualifier, si vous voulez, ces différents états de conscience. Alors, quand donc c'est un groupe de psychologues, psychiatres, qui étaient en Californie et qui venaient de ce mouvement de psychologie humaniste et qui ont créé en fait ce mouvement transpersonnel. Donc quelques petits repères. En 1969, ils ont créé le journal de psychologie transpersonnelle, qui est un journal qui existe toujours avec des parutions scientifiques, américains bien sûr. Et puis en 1970, l'ATP, l'association Association for Transpersonal Psychology, qui en fait est l'association américaine du transpersonnel, mais il n'y a pas le mot américain dedans, voilà, et qui existe toujours. Et Maslow voulait nommer ce mouvement et cette nouvelle école de psychologie, il voulait l'appeler transhumaniste. Et Grof a proposé le mot transpersonnel, et finalement, ils ont opté pour le mot transpersonnel. Voilà. Dans l'idée de transpersonnel, il y a quelque chose qui est au-delà. Donc on pourrait dire qu'il y a, si on développe ça, je ne sais pas si on le développera, mais il y a l'idée d'un transpersonnel vertical et d'un transpersonnel horizontal. Voilà. Et au milieu, il y a la rencontre, c'est le cœur. Enfin, c'est comme ça que j'aime le dire. Et donc,
Donc ça a été les personnes qui ont été à l'origine de ça, donc c'était Maslow. Bon, il y a eu Rogers aussi quand même qui a été assez important à l'époque, mais bon, il n'a pas été jusque-là, hein, finalement. Et donc il y avait Maslow, il y avait Anthony Soutich. Alors Maslow, il est mort en 70, juste avant que soit déclarée l'association. Anthony Soutich, il est mort en 1976. Et puis après, bon, je vais juste vous dire les personnes qui sont importantes et vivantes encore. Il y a Stanislas Grof, évidemment, et puis James Fadiman et Michael Murphy, voilà, qui a été le directeur d'Esalen, l'Institut Esalen en Californie, pour ceux qui connaissent. La Mecque du mouvement humaniste, bon, un très beau lieu, un très beau centre sur les collines de Big Sur en Californie, où il y a des sources chaudes, et c'est là où on a tout inventé. Voilà, c'est là où on a tout inventé dans ce domaine-là. Et bon, voilà. Et ça existe toujours aussi. Alors ensuite, il y a eu, en 1975, aussi une date importante, il y a eu la création de l'Institut de psychologie transpersonnelle par Robert Frager à Palo Alto. Et cet institut aujourd'hui est devenu Sophia Université. Et puis, c'est une école et une université qui délivre des doctorats en transpersonnel. Bon, il y en a d'autres aussi aux États-Unis, mais là c'est la plus ancienne. Bon, actuellement c'est un peu le bazar, mais c'est un peu en crise, mais je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais voilà, donc ça c'est des points importants. Alors, donc je vous ai parlé de comment le transpersonnel s'est créé. C'est créé par rapport à la psychanalyse, enfin, et aux autres courants thérapeutiques. Bon, il est évident que dans un courant de pensée, il y a des influences, il y a des origines, il y a des racines, il y a une généalogie. Enfin, je veux dire, on n'invente pas quelque chose comme ça à partir de rien. On est tous reliés enfin, il y a toujours quelque chose qui a été à l'origine d'eux. Hein. Comme un arbre, il n'y a pas des fruits comme ça dans l'air, et puis il n'y a pas même un arbre sans qu'il y ait des racines et tout ça. Donc c'est clair que le transpersonnel, si vous voulez, c'est un mouvement qui aujourd'hui est en même temps à l'articulation de disciplines très très anciennes, enfin disciplines et courants de pensée et influences extrêmement anciennes, et puis en même temps une articulation avec des découvertes tout à fait récentes. On pourrait dire que ça va du chamanisme, parce que c'est une des influences les plus anciennes, même si aujourd'hui le chamanisme peut être moderne parce que c'est remis au goût du jour, mais il n'empêche que ça nous renvoie très loin dans l'histoire de l'humanité. Et puis les neurosciences. Voilà, donc il y a tout ça qui se rencontre. Alors c'est évident que dans les influences du transpersonnel, et ça je ne vais pas le développer non plus, mais c'est un petit peu développé dans nos bouquins, il y a donc le chamanisme avec le lien avec la nature et le fait que la vie, la nature et l'homme sont réunis et sont considérés comme sacrés. Pour les peuples des cultures chamaniques, la vie est sacrée. On devrait dire pour nous aussi, mais enfin, on a un peu des doutes quand on voit comment les êtres humains vont se canarder aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ça soit ces valeurs-là qui aujourd'hui prévalent dans le monde quand même. Donc, pour ces cultures chamaniques anciennes, la vie est sacrée, et même la vie des animaux. Et si on va tuer un animal à la chasse parce qu'on en a besoin pour se nourrir, on fait d'abord des rituels pour demander pardon et remercier l'animal de s'offrir ainsi pour nourrir la tribu. Et jamais on va tuer un animal comme des chasseurs pour le plaisir. C'est pas, ça ne fait pas partie des normes des cultures chamaniques. Donc la vie est considérée comme sacrée et on fait partie de la nature. C'est pas nous qui... La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Et la terre, elle est là pour nous permettre de vivre, mais on a à en prendre soin. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on a fait non plus jusqu'à présent. Et donc ça, c'est déjà une certaine, si vous voulez, anthropologie qui est présente dans le transpersonnel.
à côté de ça, il y a aussi, je vais le dire de façon un petit peu générale comme ça, ce qu'on va appeler les écoles de sagesse, les différents courants philosophiques, en général des courants philosophiques avec une orientation spirituelle. Bon, je ne vais pas le développer parce que bon, on peut remonter loin comme ça dans le temps. Et puis aussi, oui, les philosophies et puis les différentes écoles de sagesse, de mystique ou les différentes religions, pas dans leur dimension institutionnelle, mais dans les messages originels de ceux qui ont été à l'origine de ces différentes religions. Bon, et en particulier, il faut bien le reconnaître, le mouvement transpersonnel a été très influencé par les approches des philosophies et spiritualités et pratiques orientalistes, bouddhistes, hindouistes, taoïstes et autres, quand toutes ces philosophies sont arrivées dans les années 60 aussi en Occident à une échelle quand même assez importante. Il y avait eu une première vague dans les années 1830 avec les transcendantalistes, etc., où il y a déjà une première influence, mais il est certain que dans les années 60 aux États-Unis en particulier, bon, on a commencé à faire du yoga, à faire du tai chi, à s'intéresser à toutes ces approches-là, à intégrer, à découvrir aussi les systèmes de soins, les médecines associées à ces différentes approches. Et puis, plus près de nous et en lien à cette même époque, il y a eu aussi tout le mouvement psychédélique qui a été très très important aux États-Unis. Et bon, je ne sais pas si vous avez déjà parlé un peu de Grof et si vous savez un petit peu qui il est, Stanislas Grof. Bon, ça a été un des pionniers de ce qu'on appelait à l'époque la thérapie psychédélique. Et c'est d'ailleurs à cause de ses travaux, il était jeune psychiatre à Prague dans les années 50. Et bon, juste une petite parenthèse comme ça, je vous raconte juste un petit truc sur sa vie. Donc il était psychiatre et les années 50, Prague, Tchécoslovaquie, ça vous évoque quelque chose ? Bon, c'était sous la domination du communisme et déjà il a été passionné de psychanalyse et il était persuadé que la psychanalyse allait résoudre tous les problèmes, mais ça se faisait déjà de façon assez souterraine et cachée, quoi. Ça n'avait pas tout à fait, c'était pas tellement bien vu ni bienvenu. Bon, mais ça n'empêchait pas que quand même les gens, voilà, ils se trouvaient des livres et ils essayaient, je ne sais pas trop comment ils arrivaient à se faire psychanalyser, ça devait être un peu roots quand même, bon, mais bon. Et puis il a vu que bon, ça ne donnait pas, enfin, surtout lui travaillait avec des malades psychotiques, que la psychanalyse quand même c'était pas formidable, quoi. Et un jour, enfin, dans son équipe à l'hôpital Saint-Charles à Prague, ils ont reçu un médicament avec un protocole et on leur proposait donc protocole expérimental pour expérimenter un nouveau médicament qui avait été synthétisé par un ingénieur chimiste du laboratoire Sandoz à Bâle, un monsieur qui s'appelait Albert Hofmann et qui envoyait une nouvelle molécule qu'il avait synthétisée au départ pour soigner les hémorragies utérines. Et ce médicament s'appelait le LSD-25. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Si vous n'en avez pas expérimenté, vous en avez au moins entendu parler. Et donc, comme ce médicament était un peu spécial, il fallait que les personnes qui pouvaient être amenées à l'utiliser dans un contexte comme ça hospitalier, l'expérimentent d'abord sur eux-mêmes. Bon, c'était quand même bien vu. Et donc on proposait à ces soignants, alors il y avait des médecins, des infirmières, enfin bon, il y avait des gens et qui se portaient volontaires. Et l'idée, en fait, à la base, quand ils ont expérimenté ça, c'est parce qu'ils pensaient qu'avec le LSD, on allait provoquer des psychoses réversibles. C'est-à-dire qu'on allait, en fait, on donnait un billet aller-retour, quoi.
tu vas aller explorer ton noyau psychotique, mais t'inquiète pas, tu vas revenir. Bon. Ce qui n'est pas inintéressant, en fait, et ce qui n'est pas complètement faux non plus, d'ailleurs. Hein. Bon. Alors, bon, ceci dit, enfin, bon, après, l'utiliser avec des psychotiques, ça, c'est encore une autre étape. Mais donc, Grof s'est porté volontaire pour ces travaux-là. Et bon, il raconte dans certains, je ne sais plus dans quel bouquin, ou dans certains articles, en long et en large, sa première expérience qui a été le voile se déchire, quoi. Alice au pays des merveilles, quoi. On change de plan. Et du coup, il se dit, ah non, mais attends, la réalité, c'est pas du tout ce que je croyais. Il y a une autre dimension, quoi. Il est parti, bon, il était d'abord là, il était dans la pièce, puis après, il est sorti de la pièce, puis après, il est sorti de l'hôpital, puis après, il est sorti de la ville de Prague, après, il est sorti de l'Europe, et puis de la Terre, et bon. Et il a vécu un voyage complètement cosmique où il a eu énormément d'enseignements sur une façon de comprendre le réel. Je ne dis pas la réalité, parce que justement j'essaie de faire la différence entre le réel et la réalité. Bon, j'aime bien dire que la réalité c'est ce qu'on perçoit communément, mais que le réel il est caché, quoi, d'une certaine manière. Et là, il s'est dit, ah ben non, mais ça c'est tout à fait autre chose. La psychanalyse, enfin, je vous le fais comme ça, mais c'est pas... Bon, et ça a été pour lui le début d'une passion, et il a plus de 80 ans aujourd'hui, et donc il a bossé là-dessus pendant 60 ans, enfin je ne sais pas si ça fait 55, 60 ans. Bon, il a écrit un nombre incalculable de bouquins, d'articles, il a enseigné dans le monde entier, et donc il a été invité aux États-Unis pour parler de ses travaux, une première fois. Et puis après, dans les années 60, après, ils ont réussi, ils lui ont demandé d'émigrer et ils lui ont donné la direction d'un laboratoire de recherche pour qu'il travaille sur le LSD. Et il a fait des travaux de recherche pendant plusieurs années avec le LSD. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a accumulé un matériel absolument fascinant, incroyable. Bon, et il a relaté toutes les expériences qu'il a faites, qu'ont fait les soignants, les gens qu'il a accompagnés. Il avait 2500 cas comme ça, enfin séances, compte rendu de séances. Et c'est à partir de ça, il a étalé ça sur la table, si je puis dire. Et puis il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Et c'est à partir de cette démarche empirique, enfin clinique, qu'il a commencé à élaborer sa théorie de la psyché et les matrices périnatales que je crois vous avez commencé à voir, et donc je ne vais pas forcément en parler ce soir, mais on pourrait en parler, enfin bon, je ne sais pas s'il y aura une autre fois. Voilà. Et donc il a travaillé, il a fait des choses très intéressantes avec en particulier des personnes en fin de vie qui avaient des cancers, qui étaient en phase terminale, pour les préparer à la mort. Et aussi en particulier des gens alcooliques, et avec des résultats très étonnants, quoi. Et là-dessus, le LSD a fait une carrière tout à fait inattendue dans la rue. Et donc, on a décidé du jour au lendemain que c'était interdit. Et tous les crédits de recherche ont été stoppés. Et donc, Grof n'a pas pu continuer. Et il est quand même resté aux États-Unis. Et c'est parce qu'il n'a pas pu continuer à développer ses travaux avec les psychédéliques, hein. Bon, au départ le LSD, mais après il s'est ouvert à d'autres choses, que finalement ça l'a amené à créer la respiration holotropique comme une méthode qui n'a pas la même puissance, c'est sûr, mais qui en tout cas ouvre des choses dans le même sens. Voilà, donc tout ça c'était pas du tout sur mon papier, mais c'est pas grave. On garde beaucoup tout ça. On garde. On garde, c'est l'histoire, je veux dire, c'est ce qui s'est passé, hein. Et donc pendant, si vous voulez, alors donc ça c'était, il a émigré aux États-Unis, je crois que c'est en 67, et c'est en 73 que il a dû tout arrêter, il a perdu la direction du laboratoire de recherche où il était dans le Maryland, et donc a commencé une autre étape. Alors il y a quand même un truc intéressant là-dedans, c'est que vous voyez. Un thème que j'aime beaucoup développer aussi dans des conférences, c'est que les situations critiques, les crises, sont aussi des opportunités. Et que c'est très souvent parce qu'il y a quelque chose qui vient nous empêcher
d'aller sur ce chemin où on pensait aller, que du coup ça va stimuler la créativité et que quelqu'un va inventer autre chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a pu inventer la respiration holotropique et qui, en plus, même si le LSD ou autre était utilisé de façon thérapeutique, ça serait quand même très intéressant de garder aussi ce travail de respiration holotropique. Donc c'est pas ou ça, quoi. Ça pourrait tout à fait coexister. Donc ça a été l'opportunité pour lui et sa femme Christina de créer ça. Mais en même temps, toutes les recherches sur les psychédéliques ont été complètement stoppées pendant des années. Et il y a un homme aux États-Unis qui s'appelle Rick Doblin, qui a créé un mouvement qui s'appelle MAPS, Multidisciplinary Research MAPS, Association for Psychedelic Studies, qui depuis des années, soutient les projets de recherche autour des substances psychédéliques. À des tas de niveaux, et aux États-Unis, ils obtiennent des fonds. Vous pouvez donner quelques millions de dollars et c'est tax deductible, ce qui ne serait pas le cas en France. Donc il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent et donc ils ont fait quand même des travaux maintenant très intéressants et il y a vraiment des choses qui bougent et je pense que en particulier parce qu'aux États-Unis il y a un gros problème aujourd'hui avec les syndromes post-traumatiques et notamment liés à la guerre. Alors il y a eu un premier mouvement avec la guerre du Vietnam et après avec la guerre du Golfe, l'Afghanistan, etc. Et c'est un problème de santé publique tout à fait dramatique parce qu'il y a un taux de suicide chez ces gens-là et de souffrance sociale et familiale. Ça crée énormément de dégâts et on ne sait pas quoi faire et ça coûte des millions de dollars au pays, alors que dans les études qui sont faites, là c'est pas spécifiquement avec le LSD, mais notamment avec le MDMA, en quelques séances, ils arrivent à régler ces problèmes-là d'une façon quand même assez significative. Donc c'est aussi l'urgence qui pousse à ce que les choses bougent et qu'on réétudie ça de façon scientifique, avec des protocoles très étudiés et pas du grand n'importe quoi. Enfin, le problème, ça a été le grand n'importe quoi. C'est comme si on donne, je sais pas moi, on donne des armes à feu à des gens qui savent pas s'en servir ou à des enfants. C'est extrêmement dangereux, quoi. Donc, si vous voulez, ces substances-là, c'est un peu pas des armes à feu, mais c'est des outils très puissants et qu'il faut pas utiliser n'importe comment, quoi. Sinon, il peut y avoir effectivement des dégâts, ça c'est vrai. Par contre, ça c'est vrai. Voilà, donc c'était peut-être pour faire une petite réhabilitation de ce travail, de ce mouvement psychédélique qui a été arrêté dans son développement. Bon, on verra ce que ça donne dans l'avenir, mais bon, il est probable et souhaitable que ça va être intégré, si vous voulez, à un ensemble de protocoles thérapeutiques au même titre que d'autres choses. Bon, sauf que c'est sûrement pas la France qui sera pionnière dans ce domaine-là. Déjà autour de chez nous, ça bouge un peu plus, mais en France, s'il faut être les derniers, ça sera probablement nous. Hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là ? Quand vous dites que ça bouge plus en Europe, c'est quel pays justement ? En Suisse, Portugal, Espagne, Israël, c'est pas tout à fait l'Europe, mais c'est pas le moins. Hollande, Pays-Bas. Bon, voilà pour ce que je sais. La Belgique, non ? Pas trop, je suis pas sûre. Il y avait une question ? Je voulais revenir sur la consommation de LSD de ce docteur, Grof, oui. Grof. Stanislas Grof. Oui, je vous écoute. Vous dites qu'il a vu sa chambre et qu'après il a vu l'hôpital, après l'hôpital il a vu... Je ne comprends pas concrètement comment ça s'est... D'accord. Qu'est-ce qu'il a éclairé ? Non, mais concrètement, si parce que là, vous nous dites... Alors, ça, c'est typiquement le genre de question extrêmement difficile à répondre. Ce n'est pas un refus de ma part, mais c'est très, très difficile parce que...
comment dire, là on est au cœur de qu'est-ce que c'est l'état modifié de conscience, je dirais plus. Hein? Bon, parce qu'il y a bon, vous connaissez en hypnose, il y a une modification de l'état de conscience, mais on va dire qu'on est dans une transe légère. Bon, et il y a comme ça différentes profondeurs de transe. Bon. Donc là, c'est effectivement un état de transe, mais qui fait que dans ce que j'ai décrit comme ça très sommairement de son expérience, on pourrait dire que c'est une sortie du corps. C'est si vous voulez, le type d'expérience qui nous montre, bon, ça c'est quelque chose que je voulais aborder après, que la conscience, telle qu'on la considère, en tout cas dans ces approches transpersonnelles, c'est pas un produit du cerveau, et la conscience, elle n'est pas dans le corps. La conscience, elle est à l'extérieur. Bon, puisque, bon, je vais prendre un autre exemple, mais je perds pas ça, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire comprendre, mais j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je comprends que ça soit une question importante. Quelque chose qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, parce qu'on en parle plus, on n'en parlait pas il y a 30 ans, c'est les expériences de mort imminente. Bon, vous en avez tous entendu parler, hein, des near-death experiences, bon, expériences de mort imminente. Qu'est-ce que les gens décrivent ? Vous avez lu des descriptions des gens qui témoignent de ça. Donc ils ont tous l'expérience de sortir de leur corps. Et en même temps, ils sont totalement conscients. Puisque une fois qu'ils reviennent dans leur corps, très souvent, il y a eu beaucoup d'expériences et des témoignages attestés, avec même des expériences provoquées aussi. Les personnes peuvent décrire ce qui s'est passé dans la pièce où ils ont été opérés en urgence, etc. Ce qu'a fait le chirurgien, qu'est-ce qu'ils ont dit. Bon, ils se sont vus en haut de la salle. Et puis des fois, après, ils sont partis dans cette lumière blanche dont on parle souvent. Vous voyez ? Bon, c'est quelque chose qui s'approche tout à fait de ça. Je ne sais pas, est-ce que c'est un élément un peu de réponse ? Oui, absolument, merci. Bon, voilà. Bon, c'est compliqué parce que comment vous expliqueriez ou vous décririez l'orgasme à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu ? C'est tellement relatif. Bah oui, mais comment faire passer, vous voyez, comment traduire des réalités très particulière et pas du registre, je dirais, de la conscience tout à fait ordinaire, bon, à des personnes qui n'ont pas cette expérience-là. C'est un challenge, parce que les mots qu'on va utiliser, moi, je me rends compte, vous voyez, quand les gens, à la fin dans un groupe de respiration holotropique, quand les gens après fait l'intégration, parlent de leur expérience, etc., je me rends compte que plus les gens ont eu des expériences profondes, moins ils trouvent les mots pour le dire. Alors ils sont un peu, voilà, les mots sont limités. Donc ils sont là, ils disent, ils cherchent, puis ils savent pas trouver les mots. Et ils disent, c'était formidable. Voilà, d'accord. Bon, en fait, ils le traduisent par leur manière d'être, mais les mots, le langage n'a pas été vraiment construit pour rendre compte de ces réalités-là, sauf le langage artistique, la poésie, la peinture, la musique ou la danse, qui là sont des expressions d'état de nous-mêmes qui peuvent aller au-delà des mots, quoi. Voilà. Juste une question, j'ai une vague idée de ce qu'est la respiration holotropique. En quoi ça consiste exactement? Alors ça, je me doutais bien que j'aurais la question. Bon, alors... non, mais je vais... Bon, allez, hop, je parle de la respiration holotropique. Bon, c'est pas grave, hein, si ça va comme ça va, hein. Non, mais hein? Faut pas résister. Bon, d'accord. Même si je vous ai pas dit tout ça. Je vous ai pas dit tout ça qui était tellement bien. Bon. Alors, la respiration holotropique, donc, c'est une méthode thérapeutique, c'est une technique thérapeutique qui se déroule en groupe ou en individuel. Bon, idéalement, dans l'esprit de Grof, au départ, c'est plutôt en groupe. Pourquoi ? Parce que en groupe, vous avez un potentiel énergétique qui est beaucoup plus important que dans une séance individuelle. Mais il y a beaucoup de thérapeutes qui le font en individuel, qui l'adaptent à un contexte individuel. Mais moi, je vais vous en parler comme pratiquer en groupe, parce que voilà.
C'est on pourrait dire un voyage intérieur. Et les supports qu'on utilise pour ça, enfin le médicament qu'on utilise, la substance antéogène qu'on utilise, c'est le souffle. Voilà, le souffle, la respiration. Alors, un certain type de respiration, c'est-à-dire une activation du souffle, plutôt une respiration de type hyperventilé. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, vous avez pu expérimenter peut-être certains du rebirth ou des choses comme ça. Il y en a qui ont expérimenté la respiration holotropique. Autrement, la méditation énergétique, c'est un peu comme ça, avec la respiration. Dans le pranayama, il y a des... Ouais, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Bon, alors je vais vous décrire tout. Puis non, c'est pour ça. Le souffle, c'est heureusement que c'est présent dans beaucoup d'approches, parce que quand même le souffle, c'est la vie, quoi. Bon. Et que c'est aussi un outil magnifique, quoi. On peut faire beaucoup de choses avec la respiration. Bon, dans la respiration holotropique, en fait, il y a une association, si vous voulez, d'une respiration de type hyperventilé, d'un programme de musique spécifique, je vais vous en dire un mot tout à l'heure, et puis un certain accompagnement corporel. Donc, l'idée de la respiration holotropique, c'est en utilisant le souffle activé aussi avec la musique, de permettre l'accès à des états non ordinaires de conscience, voilà, état modifié de conscience ou élargi de conscience, et de vous faire passer dans un autre état de conscience. Et à partir du moment où cette ouverture a lieu, là après, vous allez expérimenter des tas de choses très différentes. Ça n'est pas spécifique. On ne peut pas décider, quand on fait une séance de respiration holotropique, tiens, je vais travailler sur le traumatisme que j'ai eu à 3 ans quand mon père m'a tapé parce que je sais pas quoi, ou tiens, je vais travailler sur ma naissance. Non, ça c'est pas possible. C'est non spécifique. Donc, on fait une séance de respiration holotropique et on fait confiance au processus à l'intérieur qui, de toute façon, va nous mettre en contact avec ce qu'on a besoin de rencontrer ou ce qu'on est prêt à rencontrer à cet instant précis de notre vie, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on s'en remet à une instance qui est beaucoup plus intelligente que notre petit mental, qui a toujours une vision, qui croit un peu tout savoir, qui est un peu stratégique. Et là, bon, il se passe un peu autre chose, quoi. C'est, bon, souvent, Groff, il parle du guérisseur intérieur. Bon, voilà, comme si on s'abandonnait à une autre instance à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui fait que le processus est déclenchant? Bon, c'est d'une part le processus de l'hyperventilation qui provoque des modifications au niveau dans le sang, enfin l'acidose, ou l'alcalose, et puis donc au niveau du cerveau, et associé à la musique. C'est-à-dire qu'on construit des programmes de musique, donc on change à chaque fois, mais selon une courbe musicale particulière. Et on va commencer par ce qu'on pourrait appeler des musiques de trance. Bon, des percussions, des musiques intenses, et qu'on met assez fort, c'est-à-dire que vous êtes en fait, bon, imaginez-vous, vous êtes allongé, imaginez que c'est dans cette pièce, vous êtes allongé sur un matelas, on met la pièce dans la pénombre, vous avez, enfin, si vous voulez, un bandeau sur les yeux pour être vraiment, vraiment dans votre monde intérieur, parce que pour pas être dérangé par, je sais pas, un peu de lumière, enfin, voilà, c'est important. Et puis vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous accompagne. Donc si vous êtes en groupe, c'est un autre participant, et puis après vous l'accompagnerez quand ça sera son tour de faire l'expérience. Et si vous êtes dans un cabinet de thérapeute, c'est le thérapeute qui vous accompagne. Et le programme de musique va évoluer. Donc c'est une expérience qui dure 3 heures. Enfin, le programme de musique il dure 3 heures. Et la musique va changer de nature comme ça à plusieurs reprises. Enfin, c'est tout un parcours, un voyage musical avec souvent des musiques qui peuvent être connues, mais je veux dire, c'est pas des chansons de variété, quoi. Voilà. Mais c'est aussi des musiques. En général, on met des musiques de préférence dans une langue que les gens ne comprennent pas, pour que le mental ne se mette pas en activité. Hein. Donc, on ne va pas mettre des trucs en français, quand on est en France. Bon, des fois, on met quand même dans d'autres langues et on ne sait pas toujours si les gens ils parlent cette langue-là. Bon, des fois, on a des surprises. Mais parfois aussi, ça m'est arrivé comme ça de mettre, je me souviens une fois, un morceau magnifique d'un chant orthodoxe grec,
un chant du jeudi saint, il y a tout un rituel de la semaine sainte. Bon, il y avait une personne qui était grecque dans le groupe, je ne savais pas, mais pour elle, ça a été génial, quoi. Voilà, ça a été génial. Donc, bon, voilà. Enfin, en général, on met des trucs... Non, mais ça, c'est pas gênant. Bon, des fois, je mets quand même des chants en anglais, parce que quand c'est, je sais pas quoi, des remerciements à la terre-mère, enfin, c'est pas... Bon, mais des fois, je mets des chants en arabe, et je sais pas si les gens, ils disent, tiens, j'ai pêché 3 poissons aujourd'hui, ou bon, je sais pas, parce que je comprends pas. Mais bon, donc voilà. Donc on construit tout un programme de musique avec des musiques spécifiques qu'on choisit. Et ça fait un accompagnement. Donc au début, le type de musique va soutenir, disons, l'effort respiratoire. Mais après, on n'est pas obligé de continuer à respirer comme ça. À partir du moment où on commence à vivre quelque chose, bah, c'est l'expérience qui prédomine, quoi. C'est pas de suivre la respiration. En ce sens, c'est différent du rebirth. Et puis, je vous ai dit, il y a un accompagnement corporel. Alors, en fait, il peut y avoir un accompagnement corporel. Tout dépend de s'il y a besoin. Mais si la personne, enfin, souvent, ça peut réveiller une tension, une douleur, quelque chose. Donc, on va venir travailler à cet endroit-là. Ou alors, les personnes peuvent aussi rentrer dans un vécu très cathartique. Bon, un exemple facile à comprendre, c'est quelqu'un qui se met à revivre sa naissance ou un épisode de la naissance. Comme on a vu, il y a plusieurs matrices, on ne revit pas forcément tout. Hein. Parfois, des fois, les gens ils sont comme ça immobiles et puis après ils vous disent « Ah, j'ai revécu ma naissance ». D'accord, ça s'est pas vu, mais ils l'ont vraiment vécu. Puis d'autres fois, ça se voit parce qu'il faut vraiment accompagner, quoi. Faire vraiment... créer un canal de naissance, enfin accompagner physiquement à plusieurs la personne, parce que quand on fait sortir un bébé de la taille de ce monsieur, il faut que l'utérus ou le col de l'utérus qui soit autour, tienne la route quand même. Hein. Voilà. Bon, brièvement, c'est ça. Donc l'idée de la respiration holotropique, c'est de permettre donc des vécus, des revécus, en état modifié de conscience, alors plus ou moins profond selon les gens, parce que ça, c'est pas forcément pareil pour tout le monde ou pour une même personne à chaque fois, ça peut changer. Et puis, on peut vivre des choses très différentes. Il y a ce qu'on va appeler des expériences ce que moi j'appelle des expériences de nettoyage. Quand on se libère de traumas, de souffrances, qu'on revit sa naissance ou des choses un peu difficiles comme ça, on libère des tensions physiques, psychologiques et autres, émotionnelles. Donc il peut y avoir beaucoup de revécus émotionnels, etc. Ça peut y avoir des expressions cathartiques très fortes. Et la musique est là. La musique, elle est forte, elle est comme une enveloppe sonore, hein, c'est vrai. Tu dis que tu as vécu. Oui, non, c'était vrai quand j'ai vécu, c'est un peu vrai là aussi. Ouais. Voilà, donc en fait, les gens sont enveloppés dans la musique. On n'a pas à faire d'efforts pour écouter la musique. On reçoit la musique par tout son corps. C'est pas j'écoute de la musique. Donc les gens n'entendent pas du tout de la même manière. Et souvent, c'est même ils n'ont jamais entendu la musique comme ça. Je dis un peu, c'est écouter la musique en 3D, quoi. Et puis, donc, effectivement, il peut y avoir des gens qui vont pleurer fort, ou pousser les cris, des fois, ça fait c'est un peu particulier, quoi. Si quelqu'un totalement pas averti rentrait dans la salle à ce moment-là, il serait un peu surpris, quoi. Ça pourrait être un peu difficile, quoi. Hein. Ça nous est arrivé une fois en Corse, on faisait un séminaire, et puis les voisins ont appelé les flics parce qu'ils pensaient qu'on martyrisait des enfants. Donc il a fallu qu'on s'explique. En fait, c'est des enfants consentants. Oui, c'est des enfants, quelque part, c'est assez vrai, quoi. Mais bon, voilà. Mais il y a aussi des expériences d'un tout autre ordre qui sont beaucoup plus sur le registre, ce que j'appelle les expériences nourricières. Qui serait plus du registre, on va dire, de la psychologie positive, quoi. Et ça, c'est aussi un des points importants dans les psychothérapies transpersonnelles, c'est de mettre l'accent, pas uniquement sur les traumas, sur les souffrances, mais aussi sur le développement des capacités, des qualités, disons, qui seraient ce qu'on peut appeler les qualités de l'être, plutôt que de l'ego. Voilà.
Et très souvent, quand les gens terminent une expérience comme ça, ils ont un visage tout beau, tout doux, et ils sont dans un état d'ouverture, et on sent bien ils ont envie de dire merci à tout le monde. D'ailleurs, ils le disent souvent, mais bon, c'est pas parce que... Enfin, ça exprime l'état dans lequel ils sont, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, il faut accueillir leur merci, parce que ils sont dans un bon endroit pour eux, quoi. Voilà ce que je peux dire en quelques mots de la respiration holotropique, oui. Oui, si vous avez donc le protocole sur la respiration holotropique n'est pas forcément que pour soigner les traumas. C'était pour redire, pour bien comprendre, parce que moi j'avais entendu beaucoup par rapport à ça, pour aller voir, on va dire, près de sa naissance, naissance ou avant. Mais vous avez dit c'est aussi pour aller dans des expériences. Oui, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que, si vous voulez, on est souvent... bonsoir. On est fait de telle façon que c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui vont venir, entre guillemets, pour avoir une expérience. L'idée, c'est quand on rentre dans cette forme de thérapie, c'est plutôt pour aller rencontrer qui je suis et pas accumuler des expériences. Mais souvent, on a besoin d'en passer par là pour saisir quelque chose, enfin pas au sens négatif du terme de saisir et de s'accrocher, mais saisir dans le sens d'identifier ah oui, ça c'est possible, je peux aussi vivre ça, quoi. C'est en moi aussi, quoi. Hein. Donc et c'est pour ça que au début du mouvement transpersonnel, ils ont été très focalisés sur ces expériences-là, tout ce que je vous disais de Maslow, pour réhabiliter ces états-là, parce que ils sont porteurs, ils ont un potentiel de guérison et d'évolution. Bon. Aujourd'hui, le mouvement transpersonnel n'en est plus là. C'est-à-dire que cette phase de réhabilitation, on l'a un peu dépassée. Que maintenant, la psychologie transpersonnelle serait plus intéressée à, permettre à chacun de vivre le spectre entier de tous ces niveaux de conscience, quoi, et d'harmoniser, si vous voulez, tous ces niveaux. Hein. Le corps, l'émotion, le sentiment, la dimension spirituelle, voilà, de comprendre qu'on est unifié et que tout ça vit en interaction et qu'on a à s'accomplir dans tous ces espaces-là. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme outil, en fait? Comment ça se passe une thérapie transpersonnelle? Alors, très bonne question. Là, je viens de parler d'un outil, par exemple, à titre d'exemple. Hein. Donc ça, c'est un outil très spécifiquement transpersonnel. Et justement, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce monde du transpersonnel, enfin une psychologue américaine qui s'appelle Frances Vaughan, qui dit que, en fait, le plus important dans le transpersonnel, c'est offrir un contexte. Enfin, elle dit que offrir un contexte transpersonnel est ce qui définit une approche transpersonnelle bien plus que l'utilisation de techniques spécifiquement transpersonnelles. Et elle dit, par exemple, c'est juste un exemple, comme par exemple, pour le thérapeute, voir que son client est l'expression du divin, à condition qu'il le croit vraiment. Évidemment, pas faire comme si. Bon. Et donc, si vous voulez, quelque chose qu'on aime bien développer aussi, c'est de travailler sur l'anthropologie du thérapeute transpersonnel. C'est-à-dire que vous accueillez dans votre cabinet, enfin, une personne, et vous allez l'accompagner à partir d'une grille de lecture, d'une grille de référence qui est transpersonnelle. Mais vous allez aussi utiliser des techniques qui sont empruntées à d'autres écoles. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, mais après je suis partie un peu là, que le transpersonnel s'est aussi constitué en critique de la psychologie humaniste, mais en même temps, on ne refuse rien de cela, de la psychologie humaniste ou de la psychanalyse, parce que ces grilles de lecture, elles sont opérantes à un certain niveau. Et que même si on écrit un livre qui dit guérir l'ego, révéler l'être, oui, révéler l'être, oui, révéler la dimension subtile, la dimension, enfin la part divine, l'étincelle, si vous voulez, divine qui est en nous, oui, parce que nous ne sommes pas que des êtres de matière. La psychologie transpersonnelle, elle est venue s'articuler avec la physique quantique.
Hein. Bon, donc la dimension matérielle, elle n'est pas la finalité, elle est l'expression d'une dimension spirituelle. Il y a cette phrase de Teilhard de Chardin, enfin j'avais prévu éventuellement de la dire à la fin, c'est pas grave, je la dis maintenant, qui dit, et je trouve que ça explique bien, pour moi, si vous voulez, ce qui sert de référence pour les thérapeutes transpersonnels, c'est l'homme, nous ne sommes pas des êtres humains sur un chemin spirituel, mais nous sommes des êtres spirituels sur un chemin humain. C'est-à-dire que notre essence, c'est une essence immatérielle, une essence spirituelle, au sens le plus large du terme, qui vient s'incarner dans un corps, dans un véhicule, et cette expérience d'incarnation, elle est magnifique. Enfin, parfois elle est terrible, elle est difficile, mais bon, voilà, c'est comme une âme qui vient s'incarner et qui vit une expérience humaine. Et on doit tenir les deux à la fois, quoi. L'être et l'ego, le divin et l'humain, l'essence et l'existence. Voilà. Donc les deux, on doit vivre ce défi-là, quoi, de faire la place à ces deux niveaux de notre vie, parce qu'on a une vie à mener et avec toutes les contingences, et en même temps, on n'est pas que ça. Et Grof, je vais revenir à ça, Grof, il dit aussi que quand il parle d'holotropique et d'illotropique, pour lui, il dit que la source des névroses, la source de nos problèmes, de nos difficultés à vivre, c'est parce qu'on vit trop enfermé dans ce monde illotropique. Et que notre âme, elle a soif d'autre chose, elle cherche autre chose. Et que c'est comme si vous voulez, quand on est dans cet état illotropique et qu'on n'y connaît que ça, c'est comme si on portait un vêtement ou des chaussures, je sais pas, qui font 2 tailles de moins que nous. On est à l'étroit, on est étriqué. Donc petit à petit, on commence à avoir mal, on s'étiole, on devient dépressif, on comprend pas le sens de ça. À quoi ça sert de se lever le matin, 6h, 5h, pour aller prendre le métro et aller faire un boulot stupide, si c'est ça le sens de la vie. Bon, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y ait des gens qui dépriment quand même. Hein. Bon, donc pour lui, c'est ça la source des névroses et des dysfonctionnements qu'on rencontre à l'heure actuelle. Donc, vivre des expériences qui ouvrent la conscience, ça donne du souffle, ça donne de l'espace, ça donne une autre dimension. Et cette autre dimension, l'idée, c'est que ça vienne infuser notre vie illotropique. Bon, donc le plus important, si vous voulez, dans une thérapie transpersonnelle, c'est on pourrait dire comme ce cadre de référence que le thérapeute garde ouvert pour son client. Moi, je pense que dans une psychothérapie, moi je pense que ce qui est guérisseur, c'est le champ, c'est HAMP, le champ qu'on crée. Bon, et le champ, il est à l'initiative du thérapeute, parce qu'il est enfin, à ce niveau-là, on va dire, il est plus conscient en général que son client, enfin, de l'existence du champ, on va dire de beaucoup de ses clients. Bon. Mais après, il se co-crée dans la relation. Et c'est ça qui va finalement être guérisseur. C'est comme si c'était, si vous voulez, pour prendre une image un peu simpliste, comme si c'était un bain dans lequel on était plongé et qui va agir sur nous. Bon. Plus que le contenu de ce que je vais raconter, de mes trucs de papa, maman, etc. Tout est important, mais si vous voulez, s'il n'y a pas cette relation-là, le champ ne va pas agir de la même façon. Moi, je trouve que, par exemple, j'ai fait une analyse et j'en ai été très très contente. Bon, c'était une analyse jungienne, alors c'était déjà quand même la porte ouverte transpersonnelle. Mais si vous voulez, dans une psychanalyse, je dirais pure et dure, je trouve qu'il y a une grande place qui est donnée à la frustration quand même. Hein, quand on ne voit pas le thérapeute, enfin l'analyste, il n'y a pas de contact physique, ça c'est tabou. Bon. Et la plupart d'entre nous, on est des êtres déjà en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque de toucher, toucher respectueux, toucher positif. Bon. Et comment peut-on prétendre, entre guillemets, soigner quelqu'un en remettant encore de la frustration ? Bon. Moi, il me semble qu'il faut guérir aussi ces égos blessés, parce qu'on est dans le transpersonnel, mais la partie de l'individu qui souffre, c'est son ego. Donc on prend en compte cet ego. La seule chose, c'est qu'on sait que ce n'est pas la finalité. On sait que c'est juste une partie de lui. Et c'est comme si on voyait un peu au travers, on voyait une autre dimension en lui.
Voilà, ce qu'elle dit, voilà, vous voyez la dimension divine de votre client, vous voyez qu'il est tout à fait aussi autre chose. Tu n'es pas que ça. Oui, tu es ton histoire. Oui, tu as cette identité, mais tu es bien plus que cette identité, tu es bien plus que ton histoire. Oui, tu as un corps, mais tu es bien plus que ton corps. C'est ça qui nous habite, si vous voulez. Et donc, on ne va pas travailler de la même manière. Mais on peut utiliser les méthodes de la Gestalt, on peut utiliser l'hypnose. Vous avez rencontré Yuri Bichonsky ici, qui est un de mes amis. Bon, Yuri, il fait de l'hypnose transpersonnelle. La personne dont je parlais, Nicolas Dumont, il est hypnothérapeute, il fait du transpersonnel. Bon, donc c'est pas du tout incompatible. On peut absolument utiliser certains des outils des autres méthodes dans une, dans une dimension transpersonnelle. Donc ce qui est le plus important, c'est ça. Ceci dit, il y a quand même des méthodes spécifiques. Bon, la respiration holotropique, d'autres techniques aussi de respiration. Vous avez la méditation quand même. Hein. Vous avez des techniques, différentes techniques de transe. Bon, en tout cas pour moi, ce qui est important, dans le transpersonnel, en tout cas tel que je le conçois, enfin je ne suis pas toute seule, c'est pas je, hein, que moi et d'autres on conçoit, ça ne doit pas éliminer le corps. Ça passe par le corps. Un transpersonnel, il y a des gens. J'ai rencontré une journaliste de psychologie il n'y a pas très longtemps, qui j'ai déjeuné, qui a fait une formation de thérapeute, et elle me dit mais pour moi le transpersonnel c'était un truc un peu barré quoi. Les gens transpersonnels c'était un peu barré. Elle me dit t'as pas l'air trop barré. Je dis non, effectivement. Puis elle me dit j'ai rencontré dans différentes circonstances, j'ai rencontré des gens formés à l'IRET. Je trouvais qu'ils étaient quand même assez les pieds sur terre. Je dis oui c'est vrai. Bon, donc il y a des gens qui s'imaginent que le transpersonnel c'est barré parce qu'on pourrait partir dans des hautes sphères. Le spirituel c'est voilà. Mais non, quoi. Le spirituel, c'est aussi incarné, quoi. Bon, voilà, c'est les deux pieds sur terre et la tête dans le ciel, quoi. C'est comme ça que les Chinois ils disent. L'homme, c'est celui qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc, si on n'est que là-haut et qu'on n'a pas les pieds sur terre, on va avoir des difficultés. Et si on n'a que les pieds sur terre, mais qu'on n'a rien qui nous connecte, on va avoir d'autres difficultés. Donc l'idée, c'est de créer vraiment cette reliance, quoi, d'avoir conscience que toutes ces dimensions nous sont nécessaires. Voilà. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a encore comme technique ? Il y a, je sais pas, l'imagination active de Jung. Bon, il y a plein de méthodes, il y a plein d'approches de massage. Après, souvent, ça va dépendre aussi comment c'est fait, quoi. Voilà, toutes les expériences qui peuvent utiliser des états d'ouverture de conscience. Moi j'aime bien aussi développer une approche, un modèle de mandala de l'être enseigné par Richard Moss, qui est vraiment une façon de venir habiter qui on est, quoi, et de prendre conscience que dans notre ego, c'est la cristallisation de nos stratégies de survie, et que si on veut vivre vraiment, il faut, c'est pas qu'il faut aller voir ailleurs, mais faut pas rester collé à cet endroit-là, quoi, parce que c'est dommage, quoi. Voilà, c'est vivre dans ce vêtement trop petit dont je parlais tout à l'heure, quoi. Ça répond à peu près. Bon, je sais pas, on continue sur les questions, hein, c'est l'heure des questions. Bon, donc vous avez compris en tout cas que dans les thérapies transpersonnelles, le concept de conscience était très important, le concept aussi d'état, des différents états de conscience était très important, que la spiritualité c'était important, et aussi une raison, pour lesquels, le truc qu'on peut souligner, c'est que, si vous voulez, les qualités qu'on peut attribuer à la spiritualité peuvent être des points de focalisation dans une approche transpersonnelle, mais c'est aussi la finalité. Alors, si vous voulez, des sentiments comme la compassion, la gratitude, la joie, l'appréciation de ce qui est vivant, reconnaître le caractère sacré de la vie, le respect de l'autre et de soi, et tout ça. Et à partir du moment où on a cette conception de la conscience, comme je vous le disais tout à l'heure, comme une conscience non locale, mais
qui n'est pas attachée au corps, mais elle est reliée, mais elle ne dépend pas du corps que je suis, ça explique aussi le fait pourquoi, si on veut transformer le collectif, on a vraiment intérêt à transformer soi d'abord. C'est ce que dit le Dalai Lama, il dit rien d'autre. Il dit allez travailler sur vous. Le but de la vie, c'est simplement de devenir des meilleures personnes. Voilà. Bon. Et en fait, si vous voulez, pour moi, le sens d'une thérapie, c'est pas juste régler des problèmes. Ça serait la fonction numéro 1, quoi, basique. Bon. Pour beaucoup de thérapies, pour beaucoup de formes de thérapie, pas toutes, beaucoup de thérapies, disons classiques, vont être des thérapies de l'ego, où on va non seulement régler des problèmes, ce qui est quand même déjà très bien, et puis permettre aux personnes d'avoir un ego à la fois, enfin on va dire un ego plus sain, un ego plus fort et plus souple. Alors je précise, il faut que ce soit les deux à la fois, parce qu'un ego plus fort, vous avez des gens, vous regardez dans le monde de la politique, vous avez des gens avec des égos très très forts, mais ils ne sont pas souples. C'est l'ego qui prend toute la place, mais l'ego, enfin, il faut que tout soit au service de l'ego. Comme dit John Welwood, qui est un psychologue américain, il dit « l'ego se prend pour le roi ». Voilà, et s'assied sur le trône, alors qu'en fait, il devrait être au service de notre essence. Donc on a juste inversé les choses, quoi. Il n'est pas à sa place. Alors quand on vous dit dans les traditions spirituelles, il faut tuer l'ego, etc., je ne comprends même pas ce que ça veut dire, parce qu'on en a besoin pour vivre. C'est quand même parce qu'on a un ego qu'on a commencé à prendre conscience du fait qu'on était conscient. Donc l'ego, c'est une manière aussi de pouvoir se refléter, enfin se regarder en miroir. Donc merci à lui. Bon, le problème, c'est qu'il s'est construit je vous disais, avec des mécanismes de survie, et que donc en fait il est un peu la synthèse, le conglomérat de tous nos mécanismes de défense. Donc c'est un peu compliqué. Et souvent il nous induit dans des trucs pas faciles, quoi. Et il nous fait prendre des vessies pour des lanternes, et il nous raconte des tas d'histoires. Et il est quand même très intelligent et très rusé, et on se laisse tous prendre. Et il lâche jamais. Il abandonne jamais la partie. Donc il faut le savoir. Bon, voilà, une fois qu'on le sait, on prend juste un peu de distance, puis on commence à sourire, quoi. On peut regarder son ego en disant, bah oui, bon, d'accord, là tu t'es encore pris les pieds dans le tapis, bon, mais c'est normal, tu vas encore te les reprendre, c'est normal. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais simplement, on se raconte pas l'histoire qu'on n'est que ça. Donc c'est pas parce que je me suis pris les pieds dans le tapis que je suis nulle, que ma vie est foutue, que j'en ferai jamais rien d'autre, comme m'a dit mon père, de toute façon, t'es capable de rien. Non, non. C'est juste, tu t'es pris les pieds dans le tapis. Puis après, tu recommences. C'est comme ça que fait le petit enfant quand il marche. Il apprend à marcher. Il accepte de tomber, puis il recommence. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, l'ego n'est pas la finalité. Et donc, déjà, je trouve que l'ambition de beaucoup d'approches thérapeutiques de nous permettre d'avoir un ego sain, c'est déjà beaucoup. Et en même temps, en faisant ça, on crée, les thérapeutes créent, je ne sais pas s'ils sont toujours conscients qu'ils le font, mais ce qu'on peut appeler l'ego conscient. Bon, il y a l'ego dont je viens de parler, mais il y a une autre instance. Bon, je ne vous la représente pas sur un schéma parce que ça serait une autre histoire et qu'on n'a pas du tout le temps ce soir, mais ce qu'on a à développer, c'est l'ego conscient. C'est quoi l'ego conscient ? C'est cette partie de nous, cette instance en nous, qui est témoin de ce que nous vivons, qui est capable, de faire arrêt sur image et de regarder ce qui se passe, comment on est, comment on fonctionne, comment on a réagi, etc. De regarder nos mécanismes. Et du coup, progressivement, de ne plus en être le jouet, de ne plus se laisser manipuler par ça. Donc cet ego-là, il faut le muscler. L'ego conscient, ça se muscle, comme un muscle. Bon, et ça, c'est un entraînement, c'est une pratique. Bon, et ça, c'est ce qu'on peut faire. Et on fait ça, par exemple, par la méditation. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu des études qui ont montré ça, que les gens qui méditaient régulièrement, pas forcément 15 heures par jour, mais les gens qui méditaient, apparemment,
il semblerait qu'ils avancent plus vite dans leur travail thérapeutique. Et moi, la réponse que je donne, c'est parce qu'ils développent cet ego conscient. Voilà. Et que du coup, ils voient qui ils sont, et ils sont de moins en moins prisonniers de leur propre mécanisme. Bon, et dans une thérapie transpersonnelle, ce qu'on va proposer, mais toujours dans le respect de ce que le client est prêt à vivre, hein, aussi, c'est pas, je veux dire, un thérapeute transpersonnel n'est pas un maître spirituel. S'il commence à la jouer comme ça, faut se barrer vite fait, parce que là, il est en train de... Enfin, là, c'est son ego qui est au pouvoir, quoi. Hein. Bon, mais on va favoriser le fait que le client se rende compte qu'il y a d'autres dimensions en lui et que ces dimensions-là, ces dimensions du vivant, il faut aussi leur donner de la place, les honorer, les respecter, parce qu'il faut pour qu'il développe sa créativité, sa capacité d'amour, l'ouverture du cœur, ça fait partie aussi comment dire, je peux dire des concepts, mais des points, je ne sais pas comment dire ça, importants dans une thérapie transpersonnelle, quoi. Mettre un peu d'autres valeurs, permettre que d'autres valeurs éclosent un peu dans notre monde, parce que c'est quand même un monde un peu dur, quoi, un peu violent, où c'est plutôt la compétition que la coopération. Et quand les gens vivent des expériences comme ça d'ouverture du cœur et de reliance et de partage, c'est sûr qu'ils ne sont pas dans un état où ils ont envie d'aller cogner sur l'autre pour prendre sa place. Moi d'abord, ça crée autre chose, quoi. Alors vous inquiétez pas, les égos ils reviennent vite comme ça, mais même dans le monde transpersonnel, on voit des choses, des fois, faut pas croire qu'on est mieux que les autres, ça, c'est pire même, parce qu'on devrait être plus conscient de tout ce qu'on fait de travers. Alors je sais pas, mais comme on est tous très forts pour se raconter des histoires, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Enfin bon, oui, je soulignais le fait que c'est très important d'intégrer le corps dans un processus transpersonnel, justement pour pas être barré, quoi. Voilà, que tout ce qu'on vit, on le vit dans ce corps. Le corps, c'est notre réalité d'incarnation, et tout processus de changement ne peut avoir lieu que dans l'ici et maintenant. Or, comment être dans l'ici et maintenant au mieux, c'est le corps. Notre corps, lui, il est toujours dans le présent. Notre mental, il peut partir dans le passé, dans le futur, il peut tout à fait s'échapper. Le corps, il est toujours là. Donc ramener au corps le souffle, la conscience du corps, c'est très très important. Vous avez été touché dans le type de méditation vipassana, qui consiste vraiment une focalisation sur les sensations du corps. Il disait que c'était la grande découverte de Bouddha, en fait, c'était qu'effectivement, les pensées, elles peuvent être dans l'instant présent. Une pensée, elle est présente, mais elles ont une telle capacité de traction qu'elles peuvent nous emmener effectivement très loin, alors que le corps, mécaniquement, nous ramène au présent. Absolument. C'était plus facile de suivre les sensations du corps que de garder ses pensées sur l'instant. Exactement. Le souffle, aussi, travail avec la respiration, soit en focalisation, comme dans la méditation, soit en pratiquant en ayant certaines pratiques de respiration. Ça nous ramène aussi dans l'instant présent. Et donc, pour moi, dans une thérapie transpersonnelle, on va aussi proposer comme ça des entraînements à être là, quoi. À pouvoir atterrir, je dirais, dans cet instant présent, puisque c'est la seule réalité qu'on a. Hein. Hier, ça n'existe plus, et demain, ça n'existe pas encore. Il n'y a que ça, voilà. Le reste, on ne sait pas. Excusez-moi, je recommence. Vous utilisez... Non, les LSD, non. Est-ce que vous utilisez les méthodes de MBSR, MBCT dans ces pratiques? Mais si vous voulez... Dans cette idée-là, dans tous les cas, je vais pas répondre tout à fait comme ça. Ce que je vais dire, c'est que un thérapeute... aujourd'hui... Je vais dire les choses autrement. Aujourd'hui, moi je vous ai dit, j'ai commencé mes formations au début des années 70. Quand j'ai voulu commencer une psychothérapie, j'ai commencé psychothérapie en 73. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? À l'époque, il y avait la psychanalyse, le psychodrame. Grosso modo, il y avait que ça.
enfin différentes approches de psychanalyse, mais bon, voilà, il n'y avait pas beaucoup le choix. Et puis ça s'est ouvert, et puis ça s'est ouvert, et puis ça s'est ouvert. Et aujourd'hui, je veux dire, le problème, c'est de choisir quelle méthode on va faire. Et souvent, on en va en faire plusieurs dans sa vie. Hein. Bon, et quand on se forme, souvent on va aller se former ici, se former là. Enfin, souvent la formation aujourd'hui des thérapeutes, c'est une formation multidimensionnelle, je dirais, ou intégrative, quoi. Ou en tout cas, ils vont eux-mêmes faire l'intégration de différentes méthodes. Donc c'est ça la réalité d'aujourd'hui, c'est que il y a une floraison, un panel de choix qui est absolument gigantesque, enfin quand même en pas beaucoup d'années, quoi. Ça fait quoi, 30 ans, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Bon, moi jusqu'à une certaine époque je me disais, oui j'ai tout expérimenté, mais maintenant, non, j'ai pas du tout expérimenté, il y a plein de trucs que je connais pas et que je connaîtrais jamais, quoi, j'entendrais parler mais que je n'expérimenterais pas. Donc on peut plus tout expérimenter aujourd'hui. Bon, donc l'important, si vous voulez, et l'idée, c'est que tout ce que vous avez appris dans toutes vos formations, tous vos parcours, enfin tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous pouvez le réutiliser dans votre pratique de thérapeute. Donc vous allez, enfin tout ce qui va vous paraître, enfin enfin quelqu'un qui veut s'inscrire entre guillemets dans un champ transpersonnel, il peut absolument garder tout ce qu'il fait, mais il va, enfin, ça va être relié autrement. Donc c'est même, regarde, enfin je ne sais pas si vous connaissez un peu la bioénergie. Bon, la bioénergie, ça a été, au départ, c'était une thérapie, enfin reichienne ou néo-reichienne. Donc si vous connaissez un peu les travaux de Reich, il était en lien avec plutôt une approche très marxiste. Et pour lui, bon, il a découvert des choses très importantes sur la cuirasse musculaire, la cuirasse caractérielle, enfin, et comment le corps traduit nos souffrances et les inscrit. Bon. Donc il a apporté beaucoup de choses, et puis une manière d'aborder le travail au niveau corporel qui a été développée donc, par ses élèves, dont Lowen. Je vais parler que de lui. Il y en a d'autres, mais je vais juste parler de lui. Bon, donc moi, j'ai travaillé avec un collaborateur très très proche de Lowen, et j'ai lu tous les livres de Lowen, parce que c'était ma Bible à l'époque, donc j'ai tout lu. Et ça a été très marrant parce que, au fur et à mesure de son évolution, dans ses derniers livres, il est complètement dans une dimension spirituelle. Donc, ce que j'ai découvert à cette époque-là, c'est que très souvent, enfin, je ne peux pas dire tout le temps, mais j'ai vu que très souvent, beaucoup de gens qui faisaient un travail sur le corps vraiment, enfin, vraiment en profondeur, finalement, découvraient dans le corps, ce qui est cette dimension la plus matérielle, une autre dimension. C'est comme si, en allant dans cet espace de la matière, comme ça ouvrait sur autre chose. Et bon, et c'est vrai, des gens comme Garda Boyesen aussi, qui a été une... enfin, et moi, j'ai travaillé, enfin, il y a très très longtemps, avec la fille de Reich, Eva Reich, et, qui était pédiatre, mais qui aussi quand même transmettait un peu le message de son père. Et j'ai vu combien ces gens-là avaient évolué, étaient passés d'une vision hyper matérialiste, hein, à une vision de la vie où la dimension spirituelle était complètement intégrée, quoi, et reliée. On n'a pas besoin de renier quoi que ce soit de cette compréhension de comment le corps exprime nos souffrances, nos problèmes enfin, notre histoire finalement. Bon, mais voilà, quoi, tout ça est habité et traversé par une dimension qui dépasse aussi notre histoire. Hein. C'est très relié à Jung hein, aussi, bon, et à la notion d'inconscient collectif. Bon. Donc quand on va faire des expériences en respiration holotropique, en méditation, avec des plantes sacrées, des substances psychédéliques ou je ne sais quoi, bah, en fait, on peut explorer son histoire personnelle, ce qui est un aspect des choses, mais on explore aussi d'autres dimensions qui sont l'histoire collective. Hein, on n'est pas que dans ma petite truc à moi, ma petite boîte à moi, mais bon, enfin, moi j'ai vu des gens vivre vraiment dans leur corps des choses très 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 intenses
mais qui ne leur appartenaient pas. Alors on a aussi déjà un peu compris ça quand même aussi avec les travaux de Anne-Ancelin Schutzenberger sur la psychogénéalogie. Hein, comment on est porteur de l'histoire... Faut pas que je touche le micro. Pardon. Porteur de l'histoire de nos ancêtres. Hein, les transmissions généalogiques, elle a magnifiquement expliqué ça. Bon, donc ça c'est une réalité. Bon, bah déjà, si toute ma généalogie, toute ma famille habite chez moi, ça fait du monde, quoi. Il n'y a pas que moi. Bon, donc déjà, je sors de mon histoire personnelle, biographique. Je suis déjà en lien avec des réalités, qui sont autres, quoi. Hein. Par rapport à la volonté, pas venir avec une volonté de l'ego pour résoudre un problème, notamment dans une séance de respiration holotropique, moi je suis très sensible à l'idée d'intention. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais les choses, et après le rituel que je vais mettre en œuvre a juste vocation à créer un espace pour la réalisation de cette intention. Alors je suis tout à fait d'accord, mais tu vois, il y a une différence pour moi entre l'intention et le programme. L'intention ou l'attente, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, quand les gens viennent en thérapie, qu'est-ce qui les fait venir en général ? Une attente. C'est une attente, c'est une souffrance. La plupart du temps, bon, c'est pas toujours, mais c'est quand même souvent ça. Hein. C'est une souffrance ou c'est un manque. Donc c'est en ce sens, et c'est ce que, on va retrouver aussi dans le bouddhisme. Hein. C'est ça qui va être l'aiguillon de départ. Donc nous, en tant que thérapeute, on accueille la personne avec quoi elle vient. Et si elle a une attente, elle a le droit d'avoir une attente. Je veux dire, c'est OK. Et je comprends bien. Et elle va investir du temps, et elle va investir de l'argent, et elle va investir de l'énergie pour faire tout ce parcours-là. Quand les gens viennent dans un groupe, ils viennent avec... Moi, je ne vais pas les recruter en fonction de comment ils sont dans leur tête. Ils viennent avec ce qu'ils sont. Simplement, au moment de l'expérience, je vais les inviter à laisser le programme avec les chaussures à la porte. Mais l'intention, c'est autre chose. L'attente, elle est aussi souvent par rapport à un manque. Enfin, je veux dire, elle est reliée à quelque chose qui est d'un manque que je voudrais obtenir. L'intention, je la vois plus comme un mouvement du vivant vers quelque chose, comme ça. C'est pas le pourquoi, mais c'est le pourquoi, en deux mots. Bon. Et par exemple, dans tout travail chamanique, ce qui est très important, et les chamans vont dire, c'est l'intention. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Sauf que quand les gens viennent, par exemple, à un séminaire de respiration holotropique, la nuance que je fais là entre l'attente et l'intention, ça ne va pas toujours être perçu. Hein. Donc, quand je travaille avec des gens, que ce soit avec la respiration holotropique ou autre chose, avec des gens qui ont déjà beaucoup travaillé, on va aborder ça comme ça. Et on va créer comme ça un cadre rituel où on pose son intention. Mais l'intention n'est pas une volonté de l'ego, c'est une aspiration de l'être, pour moi. Voilà. Donc c'est très différent. Et ça, c'est super, c'est un mouvement du vivant. Oui. Vous avez évoqué en introduction le fait qu'actuellement vous exploriez de nouvelles pistes, que vous étiez une sorte d'exploratrice, c'est-à-dire que la routine vous la laissiez à d'autres, et c'est bien, mais que vous exploriez d'autres pistes. Est-ce que par exemple cette dimension collective dont vous avez parlé, c'est-à-dire le fait qu'à travers un travail individuel, parfois des personnes accèdent à un groupe, voire à l'humanité, est-ce que c'est intéressant dans le sens où ça pourrait aussi apporter des solutions pour les problèmes collectifs que nous avons, à travers un travail très concret, corporel? Je ne sais pas, est-ce que c'est une dimension qui Alors en tout cas, moi, ça m'intéresse tout à fait comme dimension de recherche et je sens que, à Eurotas aussi, et que il y a eu beaucoup de... Bon, il y a un congrès chaque année. Cyril est venu... à Milan, c'était un festival, c'était différent. Mais sinon, il y a un congrès chaque année et qu'il y a eu beaucoup de congrès sur ce thème-là, de cette interconnexion. Et en France, le GRET, là, dont je vous ai parlé, où j'avais mis des papiers, là, parce que je pensais que ça pouvait vous intéresser, le forum sur la conscience, qu'en fait... Le ferment d'une transformation collective, d'une transformation sociale, il ne se fait pas par quelque chose qui va s'imposer de l'extérieur, mais par l'émergence d'un mouvement intérieur. On peut commencer que là, quoi. Il faut qu'on commence là.
Et là, tous les apports de Jung sur cette notion de l'ombre, bon, parce que là, j'ai beaucoup parlé du transpersonnel plutôt dans sa dimension lumière, hein, sa dimension, bon, voilà, la belle dimension, mais il y a aussi le travail sur l'ombre. Comme disait un de mes clients, il faut aussi accepter de descendre à la cave. Oui, il faut aussi accepter de descendre à la cave. Et en fait, si on ne descend pas à la cave et si on ne va pas faire ce travail intérieur sur l'ombre, la mienne, hein, qu'est-ce qui va se passer? Quand on ne travaille pas sur l'ombre, c'est automatique, on ne le fait pas exprès, on va la projeter sur l'extérieur. Donc en fait, on peut regarder aussi tous ces mouvements et toute cette violence qu'il y a dans l'humanité comme la résultante de toute la violence, enfin, entre guillemets, je mets violence, qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on essaye de garder comme ça bien au fond. On appuie force pour surtout pas que ça sorte. Et c'est pour ça que quand ça sort, des fois ça fait des dégâts, quoi. Regardez comment... Enfin, je trouve quand même c'est un exemple qui est très 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 banal. Comment des gens qui se sont aimés et mariés, quand ils divorcent, je veux dire, c'est sanglant, quoi. C'est souvent, pas toujours, mais quand même souvent, quoi. Et bon, on se dit, là, il y avait du refoulé derrière. Voilà. Bon, donc ça, c'est pour dire aussi que dans le transpersonnel, on va aussi. Donc merci de m'avoir permis de le préciser parce que je ne l'avais pas dit, comme je suis partie un peu comme ça, et que. C'est pour ça qu'en respiration holotropique, par exemple, entre autres, bon, on n'a pas que des expériences merveilleuses. On a parfois des expériences merveilleuses, puis d'autres fois, on a des expériences un peu plus hard, quoi. Mais bon, c'est important aussi parce que sinon, je veux dire, ça reste au-dedans, quoi. Et ça moisit, quoi. Ça devient morbide, ça ne maintient pas en santé, quoi, en santé optimale, quoi. Donc, bon, on va développer aussi plus de... si je veux faire le travail sur ces parties un peu compliquées, un peu difficiles à l'intérieur de moi, bon, ça va me rendre aussi plus acceptant, plus accueillant, plus tolérant. Donc, je parlais tout à l'heure de l'ouverture du cœur. J'ai pas prononcé les mots d'amour inconditionnel, mais bon, c'est très ambitieux et très peut-être illusoire. Mais en tout cas, même un petit pas qu'on fait dans cette direction-là, ça fait déjà une différence, quoi. Chaque petit pas qu'on fait, ça fait une différence. Donc, et si on est nombreux à faire des tout petits pas, ben, ça va faire encore plus une différence. Non, parce que quand même, notre monde, il a un peu besoin de... quand même un peu de... Non? Si? Oui? De bienveillance. Non? De bienveillance, absolument. Absolument, de bienveillance. Ouais. Vous explorez d'autres choses pour vous maintenant? Non, mais moi, j'ai dit ça comme ça, parce que c'est vrai que j'ai cherché... si vous voulez, moi, je me suis par exemple intéressée au chamanisme il y a... je sais pas, 25 ans, 30 ans, à l'époque où je pouvais encore lire tous les bouquins qui paraissaient sur le chamanisme. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, je me suis aussi intéressée au phénomène de mort et de mort imminente et enfin toutes ces recherches-là aussi il y a très longtemps. Bon, voilà, mais je le fais pas exprès. Je veux dire, je me retrouve à aller dans des endroits. Bon, mais c'est pas une. Si vous voulez, je suis pas dans une volonté de dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir aller explorer maintenant que les autres n'ont pas fait. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que je me retrouve. Voilà, je vais là où la vie me porte. Où votre être vous guide. Ou mon être, voilà, où ça m'appelle. Ouais. Où ça m'appelle. Ouais. Voilà. Donc, bon, maintenant, je sais qu'il y a tout un travail à faire et à découvrir, enfin, ici, quoi, là où je suis, même si en même temps, je suis une grande voyageuse et que j'aime bien aller très très loin, voir ce qui se fait ailleurs. J'ai toujours envie de voir ce qui se fait ailleurs. J'emmène des gens voir ce qui se fait ailleurs, vivre ce qui se fait ailleurs. Mais bon, mais en même temps, je sais bien que tout se passe là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié une chose essentielle à vous dire, qui ferait qu'après je vais me dire oh là là, je n'aurais pas dit ça, c'est pas possible. Non, bon, de toute façon. Hein? C'est l'occasion de revenir. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Bah écoute, je sais pas. Si c'est au moins le cas. C'est bon. S'il n'y a plus de questions. Ouais. On arrête là. Par exemple, vous êtes d'accord? On arrête là? Ok, bah alors on arrête là.